Mes parents m'ont toujours traité en domestique. La veille de Noël, ils ont exigé que je serve 15 invités, ma mère ajoutant brutalement que je n'étais bonne qu'à ça. J'ai souri et réservé un vol pour New York. Le lendemain, la cuisine était vide, ma rébellion éclatante. Ma sœur était livide, et son patron stupéfait par ma photo, face à mon absence inattendue. Je m'appelle Nora Dubois et j'ai 32 ans. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, mon père ne m'a pas traité comme sa fille. Il me traitait comme la personne qu'il pouvait appeler quand il fallait faire briller les sols, laver la vaisselle et sauver l'image de la famille. C'est ma jeune sœur qu'il présentait avec fierté. C'est vers la cuisine qu'il m'indiquait. La veille du réveillon de Noël, j'étais dans mon appartement à Lyon en train de réviser un contrat qui pourrait changer ma société à jamais. Lorsque mon téléphone a sonné, je connaissais déjà le ton de sa voix avant même qu'il n'ait terminé sa première phrase. Il ne demandait pas, il assignait. Ma sœur recevait d'importants invités dans la maison en Normandie le soir suivant. 15 personnes, disait-il, comme si cela représentait peu. Son patron serait là, un homme que mon père essayait d'impressionner depuis des mois. Puis, il a ajouté, ne me complique pas la tâche. Ma mère était en arrière-plan, calme et cruelle, disant que c'était la seule chose pour laquelle j'étais bonne. Cuisiner, nettoyer, servir, sourire, disparaître. C'était le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils prévoyaient de me mettre derrière leur fourneau, ce même PDG avait déjà mon nom dans un dossier confidentiel du conseil d'administration. Il avait lu ma proposition. Il avait vu ma photo. Et le 26 décembre, il devait décider si ma société méritait un contrat de plusieurs millions d'euros. J'ai donc souri au téléphone, dit que j'avais compris, et j'ai réservé un vol pour Paris. Le lendemain soir, leur cuisine était vide, ma sœur était pâle, mon père paniquait, et le PDG qu'il voulait impressionner s'est figé dans le couloir en voyant ma photo sur le mur. Au moment où l'appel a pris fin, je suis restée assise en silence, mon téléphone toujours dans la main. Pas parce que j'étais choquée, mais parce que j'en avais enfin assez de prétendre que c'était normal. Pendant 15 ans, chaque fête de famille avait suivi le même scénario. Ma jeune sœur entrait par la porte d'entrée comme une invitée d'honneur, portant quelque chose de cher, et riant avec des gens à qui l'on disait qu'elle était brillante, ambitieuse, l'avenir de la famille. J'entrais par l'entrée latérale, les sacs de courses me coupant les doigts parce que quelqu'un avait déjà décidé que j'étais plus proche du four que de la table. À Thanksgiving, je découpais la dinde pendant que mon père parlait à ses amis de la carrière de ma sœur en marketing à Paris. À Pâques, je lavais les verres à vin pendant que ma mère montrait à tout le monde la vue de la nouvelle bureau de ma sœur. Le matin de Noël, c'est moi qui ramassais le papier cadeau par terre pendant que tout le monde posait pour des photos. Et chaque fois que quelqu'un demandait ce que je faisais, mon père agitait la main comme si ma vie n'était qu'un détail insignifiant. Elle travaille avec des ordinateurs, disait-il, ou elle fait un peu de conseil. Puis il baissait la voix et ajoutait, rien de sérieux. C'est cette partie qui faisait toujours le plus mal. Non pas qu'il me comprenait mal, mais qu'il n'avait jamais été assez curieux pour me comprendre en premier lieu. J'ai bâti Arbor.Risk Advisory à Lyon à partir d'un bureau prêté, d'un ordinateur portable d'occasion, et d'un niveau d'obstination qui ne vient que du fait d'être sous-estimé toute sa vie. Ma société aidait les dirigeants à se préparer à leur pire journée. Failles de sécurité de données, scandales publics, défaillances de leadership, panique financière, désastre de réputation. J'entraînais des gens avec des bureaux coins de rue et des jets privés à rester calmes lorsque les murs commençaient à se refermer. J'avais 38 employés, des clients dans 6 départements, et une liste d'attente d'entreprises prêtes à payer plus pour une simulation d'urgence que ce que mon père croyait que je gagnais en un an. Mais à la maison, rien de tout cela n'existait. À la maison, j'étais toujours la fille qui savait où était conservé le bon argenterie. La vérité, c'est que j'avais arrêté de leur parler de ma vie parce que chaque tentative devenait une nouvelle humiliation. Il y a 3 ans, j'ai mentionné que j'avais décroché un client bancaire régional. Ma mère a souri sans lever les yeux de son téléphone et a dit, « C'est bien, ma chérie, mais ta sœur vient d'être invitée à un brunch pour leader. » Il y a 2 ans, j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le conseil en gestion de crise. Mon père a ri et a dit, « Donc, les entreprises vous paient pour leur dire de ne pas paniquer. »
Ça doit être agréable de prétendre que c'est une vraie entreprise. L'année dernière, quand j'ai acheté mon appartement à Lyon, j'ai failli le leur dire. J'ai même tapé le message. Je viens de finaliser l'achat de mon premier logement. Mais ensuite, ma sœur a posté une photo d'un bar sur un toit à Paris et ma mère a commenté « Notre fille qui réussit ». J'ai supprimé mon message et j'ai déballé seule. C'était la chose étrange d'être invisible. Après un moment, on cesse de demander aux gens de nous voir. On construit simplement une vie où leur cécité ne peut plus nous atteindre. En décembre, ma société se préparait pour le plus gros contrat que nous ayons jamais poursuivi. Westbridge Capital, l'une des sociétés d'investissement les plus influentes de Paris, voulait un programme complet de préparation aux crises pour son équipe de direction. Si elle signait, cela vaudrait 2,4 millions d'euros et nous permettrait d'ouvrir un bureau à Paris au printemps. Pendant 3 mois, mon équipe et moi avions vécu à l'intérieur de cette proposition. Nous avions construit des simulations, des plans de réponse juridiques, des modules de formation aux médias, des exercices de communication interne, et une évaluation personnalisée du leadership qui pourrait révéler les mauvaises prises de décision avant qu'une véritable crise ne le fasse. Le PDG de Westbridge avait examiné chaque page. Son équipe avait demandé ma présence directe à la réunion finale. Il voulait la fondatrice présente. Il voulait la personne qui avait bâti Arbor Point à partir de rien. Ma famille voulait la même personne pour lustrer les plateaux de service. Quand mon père a dit que le patron de ma sœur serait au dîner, je n'ai pas réagi tout de suite. Je n'ai pas demandé son nom. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'entendre ma voix changer. Mais après avoir raccroché, j'ai ouvert mon email et j'ai vu la signature au bas du dernier message de Westbridge. Nathaniel Dubois, directeur général. Le même homme que mon père courtisait depuis des mois. Le même homme que ma sœur cherchait désespérément à impressionner. Le même homme qui avait déjà vu le profil de ma société, ma photo et le résumé de ma proposition. J'ai regardé son nom pendant un long moment, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie petite. J'ai senti l'univers déplacer silencieusement une chaise vers une table à laquelle ma famille n'avait jamais pensé que j'avais ma place. Le lendemain matin, mon père a envoyé un message à 6h12. Ce n'était pas un bonjour. Ce n'était pas un « peux-tu aider ?» C'était une liste. Passer l'aspirateur au premier étage. Essuyer la salle de bain des invités. Acheter des fleurs blanches, pas bon marché. Préparer les apéritifs pour 17h. Dîner à 19h. Nettoyer au fur et à mesure. Porter quelque chose de simple. Ne vous disputez pas avec votre mère pour la mise en place de la table. J'ai lu le message une fois, puis j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le comptoir et j'ai fait du café. Il y a eu un moment où un tel message m'aurait serré l'estomac. J'aurais commencé à calculer les vols, les listes de courses, les horaires de train, comment me rendre utile pour que personne ne puisse m'accuser d'être égoïste. Mais ce matin-là, la seule chose à mon calendrier qui comptait était Westbridge. Mon équipe avait un appel de préparation finale à 9h. Mon vol pour Paris était à 18h. Ma présentation était presque terminée, mais pas encore parfaite. Et contrairement au dîner de ma famille, mon travail impliquait des gens qui dépendaient réellement de moi. À 9h précises, j'ai rejoint l'appel vidéo. Mon directeur des opérations nous a guidés à travers le modèle de risque final. Ma responsable de la communication a examiné la fausse crise médiatique. Mon consultant juridique a confirmé que les scénarios de leadership correspondaient à l'exposition de Westbridge dans son secteur. À la fin de l'appel, mon assistant a dit « Nora, le bureau de Nathaniel Dubois a confirmé à nouveau. Ils veulent que vous dirigiez personnellement la session finale. » J'ai regardé mon téléphone, toujours face vers le bas sur le comptoir. Bien sûr qu'il le voulait. À 10h30, ma mère a appelé. Je l'ai laissé sonner. Puis ma sœur a appelé. Puis mon père à nouveau. Finalement, j'ai décroché. Il n'a pas demandé pourquoi je les avais ignorés. Il a commencé par « À quelle heure arrives-tu demain ?» J'ai dit « Je ne viens pas ». Le silence au bout de la ligne était presque paisible. Puis il a ri une fois,
Le genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent que la réalité va se réarranger pour eux. Ne sois pas ridicule, ai-je répété. Je ne viens pas. J'ai un rendez-vous d'affaires à Paris. La voix de ma mère s'est fait entendre de quelque part derrière lui la veille de Noël. Comme c'est pratique, ai-je dit. Le rendez-vous est le 26, mais j'ai besoin d'être à Paris demain. Le ton de mon père s'est fait plus aigu. Ta sœur a 15 invités. Des invités importants. Tu savais qu'on avait besoin de toi. Non, ai-je dit. Vous avez supposé que vous pouviez m'utiliser. C'est à ce moment-là que l'appel est devenu houleux. Mon père a dit que j'embarrassais la famille. Ma mère a dit que j'étais jalouse de ma sœur. Ma sœur a attrapé le téléphone et a sifflé que Nathaniel Dubois venait. Et si je ruinais sa chance de l'impressionner, elle ne me pardonnerait jamais. J'ai failli lui dire qu'il venait me voir 2 jours plus tard. J'ai failli dire, l'homme que tu essaies d'impressionner lit mon travail depuis 3 mois, mais quelque chose m'a arrêté. Il ne méritait pas un avertissement. Il méritait un miroir. Alors j'ai dit, je vous envoie plusieurs options d'urgence. Des chefs privés, des plateaux de fête, des équipes de nettoyage, et du personnel événementiel. Appelez-les maintenant. Mon père a répliqué, nous n'avons pas besoin d'étrangers chez nous. Nous avons besoin que tu fasses ton travail. Mon travail, ai-je répété doucement. Oui, a-t-il dit pour une fois, sois utile. C'était la dernière phrase que j'avais besoin d'entendre. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale et j'ai envoyé 5 contacts d'urgence avec leur numéro de téléphone, leur prix et des notes sur leur disponibilité. Je savais qu'au moins 2 d'entre eux pouvaient encore organiser un dîner respectable si ma famille appelait immédiatement et payait le tarif des fêtes. Ma mère a répondu d'une seule phrase, nous ne devrions pas avoir à payer des étrangers quand nous avons une fille. Ma sœur a envoyé, tu es dégoûtante. Mon père n'a rien envoyé, ce qui en disait étrangement plus que les 2 autres. J'ai désactivé les notifications et j'ai fait ma valise, mon tailleur bleu marine, mes talons noirs, mon ordinateur portable, mon pointeur de présentation, ma proposition imprimée, ma clé de sauvegarde d'urgence. Les outils de la femme que j'étais réellement, pas de la fille qu'ils avaient inventée parce que cela leur facilitait la vie. Sur le trajet pour l'aéroport, Lyon était grise et froide par la fenêtre de la voiture. Le genre d'après-midi d'hiver qui rendait chaque bâtiment plus tranchant. Mon téléphone continuait de s'allumer, mais je n'y ai pas touché. À la sécurité, j'ai vérifié mon email à la place. Westbridge avait envoyé la liste finale des participants. Nathaniel Dubois, directeur financier, conseiller juridique général, directeur des ressources humaines, responsable de la communication d'entreprise, observateur du conseil d'administration. Chaque personne dans cette pièce serait là pour évaluer si j'étais digne de confiance pour gérer les faiblesses les plus sensibles de leur entreprise. Pendant ce temps, en Normandie, ma famille évaluait si j'avais plus de valeur que du travail gratuit. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé les lumières en dessous et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Je n'abandonnais pas ma famille. J'abandonnais le rôle qu'ils m'avaient forcé d'endosser. Il y a une différence, et il m'a fallu 15 ans pour l'apprendre. Je me suis enregistrée à mon hôtel à Paris, dans le quartier de la Défense, un peu après 21h la veille de Noël. Le hall était décoré de guirlandes, d'ornements dorés, et d'un luxe discret qui me faisait autrefois me sentir comme une imposteur avant que je ne comprenne que j'avais mérité ma place dans des pièces comme celle-ci. Ma suite avait un bureau face à la ville, et j'y ai installé mon ordinateur portable avant même d'enlever mon manteau. Dehors, Paris bougeait comme si rien ne pouvait l'arrêter. À l'intérieur, le groupe de discussion de ma famille commençait à s'effondrer. À 17h18, ma sœur a envoyé « Où as-tu mis les plateaux de service ?» À 17h24, ma mère a envoyé « Les serviettes de la salle de bain des invités ne sont pas pliées correctement. » À 17h37, mon père a envoyé « Ça suffit. Prends un train maintenant. » Je n'ai pas répondu. Je répétais l'introduction de ma présentation Westbridge. Le leadership ne se révèle pas dans des conditions calmes. Il se révèle sous la pression. Cette phrase semblait presque trop parfaite compte tenu de ce qui se passait à Montclair. À 18h, les messages sont arrivés plus vite.
Ma sœur a réalisé qu'il n'y avait pas d'amuse-bouche. Ma mère a découvert que personne n'avait ramassé les fleurs. Mon père a trouvé la table de la salle à manger à moitié mise, car apparemment tout le monde s'attendait à ce que j'arrive tôt et que je corrige tout ce qu'il n'avait pas pris la peine de finir. À 18h21, ma sœur a écrit « Tu nous fais vraiment ça ?» À 18h28, ma mère a écrit « Ton père est furieux ». À 18h40, mon père a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté, mais la transcription est apparue sur mon écran. Tu as 1 heure pour arrêter de faire l'enfant égoïste et venir ici. Je l'ai regardé, puis je suis retournée à mes diapositives. À 19h, les invités ont commencé à arriver. Je le savais parce que ma sœur a commencé à envoyer des SMS en phrases brisées. Ils sont là. La cuisine est vide. Maman dit que tu as eu un coup de folie. Papa agit normalement, mais il transpire. Nathaniel est là. Il a l'air confus. Cette dernière phrase m'a fait m'arrêter. Pas parce que je me sentais coupable, mais parce que je comprenais exactement ce qui se passait. Ma famille avait passé des années à construire une version de moi qui ne pouvait exister que si personne ne regardait de trop près. Maintenant, quelqu'un d'important était entré dans leur maison, et la réalité commençait à sentir la panique et les plats à emporter froid. D'après les messages, j'ai reconstitué le désastre. Ma mère a accueilli les invités avec un rire forcé, disant que le dîner prenait un peu de retard. Ma sœur a essayé de servir du vin et de faire la conversation avec les dirigeants de Westbridge, mais elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Mon père a accosté Nathaniel Dubois près de la cheminée et a commencé à parler de sa société de construction, Caldwell Custom Homes, laissant entendre qu'il cherchait le bon partenaire d'investissement pour l'aider à se développer dans les rénovations de luxe. Il pensait probablement qu'il avait l'air confiant. Je savais qu'il avait l'air désespéré. À 19h30, il n'y avait toujours pas de nourriture. Quelqu'un a demandé s'il pouvait aider en cuisine. Ma mère a dit non trop rapidement. Ma sœur a appelé 3 restaurants. Fermés, complets, pas de livraison. Mon père a finalement appelé l'un des numéros d'urgence que j'avais envoyés, puis a raccroché quand il a entendu la surtaxe du réveillon de Noël. Il préférait servir de l'embarras gratuitement plutôt que de payer les professionnels ce qu'ils valaient. À 19h52, ma sœur a envoyé un SMS. Nous allons chercher des plateaux de traiteur. J'espère que tu es contente. Je n'étais pas contente. C'est ce que les gens comme ma famille ne comprennent jamais. Les limites ne sont pas toujours joyeuses. Parfois, elles sont calmes et lourdes. Parfois, on s'assoit seul dans une chambre d'hôtel la veille de Noël en sachant que les personnes qui vous ont élevé s'humilient parce qu'elles n'ont pas pu imaginer vous traiter comme une personne. Mais je n'étais pas assez triste pour les sauver des conséquences qu'ils avaient choisies. Vers 20h20, la nourriture est arrivée. Des plateaux de sandwich froids, des bacs en plastique de salade de pâtes, du poulet frit dans des boîtes en carton, un gâteau de boulangerie avec Joyeux Noël écrit en glaçage rouge parce que c'était le seul qu'il restait. Ma mère a dû placer la nourriture du supermarché sur ses coûteux plateaux de service tout en prétendant que c'était le plan depuis le début. Ma sœur m'a envoyé un SMS disant que Nathaniel avait à peine touché quoi que ce soit. À 20h41, un autre message. Papa vient de lui dire que tu étais peu fiable. À 20h45, ma mère a dit, tu as toujours été difficile. À 20h48, Sloan a écrit, il a entendu papa t'appeler inutile. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise et j'ai fermé les yeux. Voilà. Pas la cuisine vide, pas la mauvaise nourriture, pas l'opportunité de réseautage gâché. Le véritable désastre était qu'il ne pouvait pas arrêter de se dévoiler. Même avec des personnes importantes qui regardaient, ils ont blâmé la personne qui n'était pas là au lieu de prendre la responsabilité de ce qu'ils avaient échoué à faire. Ce n'était pas un problème d'accueil. C'était un problème de caractère. Et malheureusement pour eux, le PDG dans leur salon était spécialisé dans la lecture de caractère avant de signer des chèques. Le message qui a tout changé est arrivé à 21h17. Ma sœur a écrit, « Pourquoi Nathaniel fixe-t-il le mur du couloir ?» Je me suis redressée lentement. Mon pouls ne s'est pas emballé, mais tout en moi s'est immobilisé. Je connaissais ce couloir. Je connaissais le mur dont elle parlait.
Ma mère en avait fait une galerie des réussites familiales. Bien que le mot famille soit généreux, la plupart des cadres étaient consacrés à ma sœur, trophée de débat, remise de diplôme universitaire, premier jour à son bureau parisien. Une photo avec mes parents lors d'un déjeuner caritatif où elle portait une robe blanche et ressemblait à la fille commandée sur catalogue. J'avais exactement 3 photos sur ce mur. Une de ma remise de diplôme de lycée où la main de mon père reposait sur l'épaule de ma sœur même si c'était ma cérémonie. Une ancienne photo de Noël de famille où je tenais un plateau de biscuits. Et une photo que ma tante m'avait envoyée l'année précédente après l'avoir vue en ligne. Elle me montrait sur scène lors d'un forum Femmes Leaders à Lyon, portant un tailleur noir et tenant un microphone avec les mots « Sommet Leadership Risque » derrière moi. Ma mère l'avait mise dans un cadre parce que ma tante avait fait un commentaire sur mon air impressionnant, mais elle l'avait placé bas sur le mur, presque caché entre des photos plus grandes de ma sœur. Elle ne m'a jamais demandé de quoi il s'agissait. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi j'y parlais. Elle pensait probablement que c'était une sorte de networking local, mais Nathaniel Dubois avait vu cette image exacte auparavant. Elle figurait dans mon profil d'intervenante joint à la proposition Arbor. Et sur la 2e page du résumé exécutif que son équipe avait examiné. À 21h20, ma sœur a de nouveau envoyé un SMS. Il a demandé si tu étais sa sœur. Puis plus rien. Pendant 12 minutes, le chat est resté silencieux. Plus tard, j'ai appris ce qui s'est passé pendant ces 12 minutes grâce à 2 personnes qui étaient présentes. Nathaniel s'était arrêté dans le couloir en allant chercher son manteau. Il avait regardé la photo, puis s'était rapproché. Ma sœur, essayant de paraître décontractée, avait dit « Oh, c'est ma sœur aînée. Elle fait un truc de conseil indépendant. » Nathaniel s'était retourné et avait demandé « Nora Dubois est votre sœur ?» Ma sœur avait ri nerveusement et dit « Oui, mais elle ne s'implique pas vraiment dans quoi que ce soit de sérieux. » Mon père les avait rejoints, n'ayant aucun instinct de danger lorsqu'il se croyait supérieur à quelqu'un. Nora aime faire paraître les petites choses importantes. Elle a toujours été comme ça. Ma mère avait ajouté, elle est bonne d'une manière pratique, cependant. D'habitude, elle nous aide pour le dîner. C'est à ce moment-là que l'expression de Nathaniel a changé. Il n'a pas haussé la voix. Il ne les a pas embarrassés immédiatement. Des hommes comme lui n'avaient pas besoin de volume pour faire froid dans une pièce. Il a simplement demandé, « Qu'est-ce que Nora fait exactement ?» Mon père a haussé les épaules. Du conseil, un truc de bureau. Ma mère a dit, « Nous n'avons jamais vraiment compris. » Ma sœur, désespérée de récupérer, a dit, « Elle ne fait pas partie de cette soirée. C'est moi qui travaille avec Westbridge. » Nathaniel a regardé d'un visage à l'autre et a demandé, « Est-ce que l'un de vous a déjà visité son bureau ?» Personne n'a répondu. Il a demandé, « Avez-vous déjà posé des questions sur ses clients ?» Silence. Il a demandé, « Savez-vous pourquoi elle est à Paris cette semaine ?» Mon père a froncé les sourcils et a dit, « Elle prétend avoir un rendez-vous d'affaires. » Nathaniel a hoché la tête lentement et a dit, « Je vois. » C'est tout. 2 mots, je vois. Mais d'après ce qu'on m'a raconté, toute la pièce a ressenti le changement. Mon père a essayé de le ramener à la conversation sur l'investissement dans la construction. Nathaniel n'a pas mordu à l'hameçon. Ma mère a essayé de plaisanter en disant que chaque famille avait un enfant dramatique. Nathaniel n'a pas souri. Ma sœur a essayé de proposer une idée de campagne pour le programme de sensibilisation communautaire de Westbridge. Il a dit, « Ce soir n'est peut-être pas le moment approprié. » Puis il les a remerciés pour l'invitation, a mis son manteau et est parti avant le dessert. À 21h39, ma sœur m'a enfin envoyé un SMS. « Que as-tu fait ?» J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que la question était tellement parfaitement inversée. Je n'avais rien fait. C'était tout le point. Je ne les avais pas dénoncés. Je n'avais pas interrompu leur dîner. Je n'avais pas appelé Nathaniel. Je ne lui avais pas envoyé de preuves. J'avais simplement quitté le rôle qui maintenait leur illusion, et tout le reste s'est effondré sans que j'aie à le soutenir. À 22h04, mon père a laissé un autre message vocal. J'ai écouté celui-ci. Sa voix était basse et furieuse. Je ne sais pas à quel jeu tu joues,
mais tu nous as fait passer pour des imbéciles ce soir. Tu m'appelleras demain matin pour t'expliquer. Je l'ai supprimé. Puis j'ai rouvert mon diaporama Westbridge une dernière fois et j'ai révisé la dernière diapositive. Le titre original était « Dirigé à travers la crise ». Je l'ai changé en « Reddition de comptes sous pression ». C'était plus précis. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vu quelqu'un vous sous-estimer à tel point que la vérité semblait presque impossible lorsqu'elle apparaissait enfin? Auriez-vous expliqué tout de suite? Ou auriez-vous laissé découvrir la vérité de la manière la plus inoubliable possible? Dites-moi ce que vous auriez fait. Parce que le lendemain matin, mon père a appris que la femme qu'il appelait inutile était la personne qui se dressait entre lui et l'investissement qu'il désirait le plus. Le 26 décembre, je suis arrivé chez Westbridge Capital 20 minutes en avance. Leur bureau était à un étage élevé à Paris. Des murs entièrement vitrés, des moquettes silencieuses et des salles de conférence nommées d'après de vieux ponts. Je portais un tailleur anthracite, portais un portfolio en cuir, et je ressentais le calme étrange qui vient lorsque l'on sait que l'on a déjà survécu à des pièces plus difficiles que celle dans laquelle on est sur le point d'entrer. Une réceptionniste m'a conduite dans la salle du conseil principal où mon équipe avait déjà connecté la présentation. À travers les fenêtres, la ville semblait nette et lumineuse, comme si Noël l'avait lavée. À 9 heures précises, Nathaniel Dubois est entré avec son directeur financier, son conseiller juridique général, son directeur des ressources humaines, et son responsable de la communication. Il m'a serré la main en premier. « Madame Dubois », a-t-il dit. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Son visage ne révélait rien. J'ai dit « de même ». Puis il a maintenu mon regard une demi-seconde de plus et a ajouté « Je crois que j'étais chez vos parents il y a 2 nuits. » La pièce est devenue très silencieuse. Mon équipe en savait assez sur ma famille pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une conversation de courtoisie. J'aurais pu m'excuser. J'aurais pu expliquer à outrance. J'aurais pu essayer de me dissocier du désastre. Au lieu de cela, j'ai dit « Alors vous avez déjà vu une démonstration en direct de ce qui se passe lorsque les gens confondent contrôle et leadership. » Pendant 1 seconde, personne n'a bougé. Puis Nathaniel a souri. Pas un sourire poli, un vrai sourire. Il a sorti une chaise et s'est assis. C'est exactement pourquoi je voulais continuer cette réunion. J'ai pris ma place devant la salle et j'ai commencé. La première diapositive montrait une phrase simple. La pression ne crée pas le caractère. Elle le révèle. Je leur ai présenté le programme que Arbor avait conçu pour Westbridge. Une simulation de failles de données avant l'ouverture du marché. Une fuite interne fictive concernant la rémunération des dirigeants. Une enquête médiatique hostile. Un conflit au niveau du conseil d'administration concernant un retard de divulgation, une panique des employés, une pression des investisseurs, une escalade des médias sociaux. Chaque scénario était conçu pour tester non pas ce que les dirigeants disaient croire, mais ce qu'ils faisaient lorsque le blâme devenait commode. Pendant que je parlais, je sentais la pièce se pencher en avant. Ce n'était pas de la théorie pour eux. C'était du risque. C'était de l'argent. C'était de la réputation. C'était la différence entre une entreprise qui survivait à une crise et une qui devenait un exemple à ne pas suivre. Nathaniel posait des questions percutantes. Son conseiller juridique contestait notre calendrier. Son responsable de la communication voulait plus de détails sur la discipline des messages. Son responsable des ressources humaines demandait comment nous mesurions la responsabilité du leadership après la simulation. J'ai répondu à chaque question clairement parce que c'était mon monde, pas la cuisine, pas le couloir où mon père aboyait des ordres. Cette stratégie, pression, prise de décision, conséquences. Vers la fin, Nathaniel a joint ses mains et a dit « Je veux aborder quelque chose directement. Il y a 2 nuits, j'ai vu une famille blâmer une femme absente pour son propre manque de préparation. J'ai vu des gens parler de vous avec mépris tout en se tenant sous une photographie qui prouvait qu'ils n'avaient jamais pris la peine de découvrir qui vous étiez. Puis aujourd'hui, je vous ai vu expliquer le leadership en temps de crise mieux que quiconque que j'ai amené dans cette entreprise. » Il s'est tourné vers son équipe. Ce contraste me dit tout ce que j'ai besoin de savoir.
Le directeur financier a hoché la tête. Le conseiller juridique général a fermé le dossier du contrat et me l'a poussé. Nathaniel a dit, Westbridge aimerait aller de l'avant avec Arbor. Programme complet, engagement de 2 ans, 2,4 millions d'euros, support de bureau à Paris inclus. Pendant un moment, je n'ai rien entendu d'autre que ma propre respiration. Pas parce que je doutais que je le méritais, mais parce qu'une partie de moi se souvenait encore d'avoir 17 ans, debout devant un évier plein de vaisselle pendant que mon père disait aux invités que ma sœur était celle qui avait du potentiel. J'ai signé le contrat d'une main ferme. Mon équipe a expiré autour de moi. Nathaniel a signé après moi, puis s'est levé et m'a serré la main à nouveau. Félicitations, Madame Dubois. Après que le champagne ait été servi, son directeur de la communication a demandé s'il pouvait annoncer le partenariat sur LinkedIn. J'ai approuvé la formulation. Il n'y avait rien de personnel, rien de cruel, juste une annonce professionnelle. Westbridge Capital est fier de s'associer à Arbor. Risk Advisory et à sa fondatrice et PDG, Nora Dubois, pour renforcer la préparation aux crises des dirigeants et la responsabilité du leadership. Ils ont tagué ma société et moi. C'était suffisant. En moins d'1 heure, la publication s'est répandue dans les cercles financiers de Paris. Puis elle a atteint la Normandie. Puis elle a atteint les personnes qui avaient assisté au désastre du réveillon de Noël. Un ancien invité a commenté, « Attendez, est-ce la même Nora du dîner des Dubois ?» Un autre a écrit, « Partenariat incroyable. Petit monde. » Quelqu'un du bureau de ma sœur a aimé le post, puis l'a diffusé. Mon téléphone a commencé à s'allumer. Ma sœur d'abord. Est-ce réel? Puis ma mère. Pourquoi tout le monde m'appelle? Puis mon père. Réponds à ton téléphone maintenant. Je n'ai pas répondu. J'étais debout dans une pièce pleine de gens qui respectaient mon travail et je refusais de quitter ce moment pour gérer les émotions de personnes qui n'avaient jamais géré leur cruauté envers moi. Plus tard dans l'après-midi, Nathaniel a demandé à me parler en privé. Il m'a dit que mon père l'avait appelé pour essayer d'expliquer qu'il y avait eu un malentendu. La voix de Nathaniel était calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de malentendu. Il m'a demandé de reconsidérer sa proposition d'investissement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire confiance au jugement d'un homme qui n'avait pas reconnu le leadership de sa propre fille alors que sa photo était accrochée dans son couloir. Cette phrase s'est répandue plus vite que la publication LinkedIn. Dès le soir, l'investisseur potentiel de mon père s'est retiré. 2 membres de son club de golf avaient déjà entendu parler du dîner. Ma mère a été priée par le conseil d'administration de la charité de se retirer de l'organisation du gala d'hiver jusqu'à ce que les choses se calment, et le passage en revue de la promotion de ma sœur chez Westbridge a été suspendu. Non pas parce qu'elle était ma parente, mais parce qu'elle avait utilisé un dîner de famille comme raccourci de carrière, puis avait blâmé une autre femme lorsque cela s'était effondré. Cette nuit-là, j'ai enfin ouvert les messages de ma famille. Mon père a écrit, « Tu as détruit mon opportunité. » Ma mère a écrit, « Tu nous as humiliés. » Ma sœur a écrit, « Tu aurais pu nous le dire. » J'ai tapé une seule réponse à tous les 3. Vous auriez pu demander. Les répercussions ne sont pas arrivées d'un coup. Elles sont arrivées par vagues, chacune frappant l'image que ma famille avait passé des années à polir. La société de construction de mon père a perdu l'investissement qu'il chassait depuis des mois. La raison officielle était un désalignement stratégique, mais tout le monde connaissait la vraie raison. Aucun investisseur ne voulait confier de l'argent à un homme dont le jugement était devenu une blague de club de golf. Pendant des semaines, les gens lui ont demandé comment il avait réussi à inviter un PDG à dîner sans réaliser que sa propre fille faisait déjà affaire avec ce PDG. Au golf, quelqu'un a apparemment appelé cela le dîner des 15 personnes sans aucune conscience de soi. Ma mère a souffert d'une autre manière. Elle avait construit sa vie autour du fait d'être admirée par les bonnes femmes dans les bonnes pièces. Déjeuner de charité, réunion de comité, dîner de donateurs, conseil de planification des fêtes. Après le réveillon de Noël, ces pièces sont devenues plus froides. Les gens ne l'ont pas confrontée directement au début. Ils ont simplement cessé de lui demander de diriger.
Puis le comité du gala d'hiver a envoyé un email prudent indiquant qu'il voulait aller dans une nouvelle direction. La conséquence de ma sœur a été plus silencieuse, mais plus douloureuse. Chez Westbridge, elle n'a pas été licenciée. Nathaniel était trop professionnel pour cela. Mais elle a été retirée d'un projet de partenariat à forte visibilité et on lui a dit qu'elle devait rétablir la confiance par la constance, le jugement et la responsabilité. Pour la première fois de sa vie, personne ne s'est précipité pour la protéger des conséquences de son propre comportement. Pendant ce temps, j'ai travaillé. Arbor Point a ouvert son bureau parisien plus tôt que prévu. Nous avons embauché 12 nouveaux employés au premier trimestre. Notre programme de préparation aux crises est devenu l'un des services les plus demandés. Un journal économique m'a demandé une interview sur le leadership sous pression. Et quand la journaliste a demandé d'où venait ma confiance, j'ai failli rire. La confiance n'était pas là où j'avais commencé. La survie l'était. Pendant des années, j'avais appris à rester calme pendant que les gens me nommaient mal, me sous-estimaient, me réduisaient. Il s'est avéré que cette compétence était également précieuse dans les conseils d'administration. 6 semaines après l'annonce de Westbridge, mon père a envoyé un message qui ne lui ressemblait pas. Nora, j'aimerais vous rencontrer, pas pour discuter, mais pour écouter. Je l'ai regardé longtemps avant d'accepter. J'ai choisi le lieu, un café tranquille à Paris, neutre, mais plus proche de mon monde que du leur. Quand ils sont arrivés, ils avaient l'air plus petits que je ne m'en souvenais. Les épaules de mon père étaient plus basses. Le maquillage de ma mère était parfait, mais ses yeux étaient fatigués. Ma sœur s'est assise sans regarder son téléphone, ce qui a peut-être été le premier signe honnête de changement que j'ai jamais vu de sa part. Avant que quiconque ne puisse commencer, j'ai posé une feuille de papier sur la table. Voici mes conditions, ai-je dit. Si vous voulez une quelconque relation avec moi, c'est par là que nous commençons. Ils ont lu en silence. Respect égal, sans exception. Ne plus me traiter comme une main-d'œuvre non rémunérée. Des excuses sincères sans me blâmer pour votre embarras. La reconnaissance publique que je suis la PDG de Arbor Point et que vous vous êtes trompé sur ma vie. Thérapie individuelle et thérapie familiale si nous voulons reconstruire quoi que ce soit. Ma mère a inspiré brusquement au mot « thérapie » mais mon père ne l'a pas laissé parler en premier. Il m'a regardé et a dit « Je suis désolé, pas d'avoir été pris, pas d'avoir perdu l'investissement. Je suis désolé parce que je t'ai utilisé comme un outil et appelé cela une famille. J'attendais. » Il a continué « J'aimais t'avoir dans ce rôle parce que cela me facilitait la vie. Et quand tu as réussi, je ne l'ai pas vu parce que le voir m'aurait obligé à admettre à quel point je t'avais maltraité. » Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais pour une fois, je ne me suis pas précipitée pour la consoler. Elle a dit, j'ai été cruelle parce que j'avais peur. Ta sœur correspondait à l'histoire que je voulais raconter sur notre famille. Toi non. Tu étais indépendante et je t'en ai punie. Puis ma sœur a parlé doucement. J'aimais être la favorite. Je les laissais te rabaisser parce que cela me faisait me sentir plus grande. Au travail, quand Nathaniel m'a regardé après ce dîner, j'ai réalisé que j'étais devenue exactement le genre de personne que je prétends critiquer. Je suis désolée, Nora. Je ne leur ai pas pardonné ce jour-là. Le pardon n'est pas une performance, et ce n'est pas un prix que les gens gagnent en disant les bons mots une fois, mais je leur ai dit que la porte n'était pas verrouillée. Elle était gardée. S'ils voulaient passer, ils devraient changer leur comportement plus longtemps qu'une conversation émotionnelle. Au cours de l'année suivante, ils ont essayé, de manière imparfaite, parfois maladroite, mais ils ont essayé. Mon père corrigeait les gens lorsqu'ils m'appelaient « consultante » avec ce ton méprisant. Ma mère a dit à son cercle caritatif qu'elle s'était trompée à mon sujet. Et oui, cela lui a coûté de la fierté, ce qui était précisément pourquoi cela avait de l'importance. Ma sœur est allée en thérapie et a cessé de me demander des faveurs déguisées en urgence. Le Noël suivant, j'ai organisé un dîner dans mon appartement de Lyon. Pas parce qu'il l'avait exigé, mais parce que je l'avais choisi, et je n'ai pas cuisiné. J'ai engagé une équipe de restauration privée professionnelle, j'ai payé leur plein tarif, je leur ai bien donné un pourboire, et je me suis assise à la tête de ma propre table pendant que tout le monde était servi.
Mon père a regardé un des serveurs m'appeler Madame Dubois. Et pour la première fois, il n'avait pas l'air embarrassé. Il avait l'air fier. Pendant le dîner, ma mère a levé son verre et a dit, à Nora, qui a bâti une vie que nous aurions dû voir beaucoup plus tôt. Ce ne fut pas une fin parfaite. La véritable guérison l'est rarement, mais ce fut un début honnête. Ce que j'ai appris, j'espère que vous vous en souviendrez. Si vous écoutez depuis une pièce où les gens vous font encore vous sentir petit, votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un refuse de la reconnaître. L'amour ne devrait pas exiger de disparaître. La famille ne devrait pas signifier du travail non rémunéré, une douleur silencieuse, ou une permission à vie de vous manquer de respect. L'éducation n'est pas seulement ce que nous apprenons à l'école. Parfois, la connaissance la plus précieuse vient de la compréhension finale que les limites ne sont pas de la cruauté. Ce sont le respect de soi. Elles apprennent aux gens comment vous aimer sans vous posséder. Elles vous apprennent à arrêter de confondre sacrifice et valeur. Je n'ai pas gagné parce que ma famille a été humiliée. J'ai gagné parce que j'ai choisi moi-même sans me détruire. J'ai laissé le succès parler, mais j'ai aussi laissé la guérison avoir une chance. Seulement après que la reddition de comptes soit arrivée en premier. Alors, si vous avez jamais eu à défendre votre valeur devant les personnes qui sont censées la protéger, partagez votre histoire ci-dessous. Quelqu'un qui lira vos mots pourrait être exactement là où j'étais autrefois, attendant la preuve qu'il a le droit d'arrêter de se faire petit.